Kevin Feige nous a menti, car primo, Thor n'a jamais été un tel loser dans les comics. Non. Et Tony Stark n'a jamais été le mentor de Spider-Man. Non, même pas en rêve. Et en plus de ça, Captain America n'est pas l'un des membres fondateurs des Avengers. Donc aujourd'hui, on va rectifier tout ça une bonne fois pour toutes. Bonjour à tous et bienvenue dans la tanière du vilain geek. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui va faire tiquer les puristes et surprendre les fans du MCU. On va décortiquer ensemble une belle liste de distorsions, ou disons, de réinterprétations audacieuses que les films Marvel ont opérées sur le lore sacré des comics, particulièrement autour de nos chers Avengers. Vous allez voir, la vérité des comics est souvent bien plus dingue et complexe que ce qu'on nous montre à l'écran. Alors, si vous êtes des mordus de comics, des accros au MCU, et que vous adorez quand on gratte sous le vernis pour découvrir les pépites cachées et les différences croustillantes, eh bien, vous êtes pile au bon endroit. Donc là, avant qu'on ne plonge tête la première dans ces révélations qui piquent, faites-moi plaisir. Explosez ce pouce bleu avec le pouvoir du vrai gant de l'infini des comics. Et surtout, si vous êtes nouveau dans la tanière, abonnez-vous et activez cette petite cloche magique pour ne rien, mais alors, rien rater de nos prochaines explorations de l'univers Marvel et DC. On compte sur vous pour faire grimper la chaîne, les amis. Objectif 30 000 vilains geeks avant la sortie du film des 4 Fantastiques. Allez, c'est parti. Vous vous souvenez ? Dans Avengers, l'ère d'Ultron de 2015, cette petite bluette qui commençait à naître entre Bruce Banner, alias Hulk, et Natasha Romanoff, notre Black Widow adorée, une tension romantique, des regards langoureux, pour finalement être coupé net quand Hulk s'est fait la malle dans l'espace. Eh bien, les fans des comics ont froncé les sourcils et ils avaient raison. Dans les comics, Black Widow et Hulk, c'est simple. Ils ont à peine échangé 3 mots, et encore moins des regards amoureux. Zéro antécédent romantique entre ces deux-là. La principale prétendante au cœur de Hulk, c'était Betty Ross, la fille du général Ross, un amour iconique et tragique. Quant à Natasha, apparue pour la première fois dans Tales of Suspense numéro 52, elle a eu son lot de relations bien plus marquantes, notamment avec Daredevil ou encore le Gardien Rouge. Ouais, le même qui est devenu son papou dans le MCU. Mais bon, le MCU a bien fait un clin d'œil à Betty Ross dans l'incroyable Hulk de 2008, mais pour Natasha, silence radio sur ses amours comics. Paraît même que le plan initial du MCU était de la mettre avec Hawkeye, chose qui aurait fait du sens vu leur passif commun, mais que voulez-vous? Avec Natasha qui a fait le grand saut, c'est râpé pour de bon lui ou Daredevil. Alors, voilà. Même si certains auraient bien aimé voir cette amourette fleurir dans les films, sachez que pour les puristes des comics, c'était bel et bien une distorsion assez forcée du lore. Le film Avengers de 2012, c'était l'apothéose. Voir Iron Man, Thor, Hulk, Captain America, Black Widow et Hawkeye réunis pour la première fois contre Loki, c'était épique. Dans le film, Cap est clairement présenté comme l'un des piliers fondateurs, le leader moral dès le départ. Sauf que, dans les comics, c'est une distorsion notable de l'histoire originale. Quoique Loki a bien joué un rôle, involontaire, dans la formation des Avengers, mais l'équipe originale, celle qui s'est formée dans The Avengers numéro 1 en 1963, elle était composée d'Iron Man, Thor, Hulk, Ant-Man et la guêpe, Janet Van Dyne. Par conséquent, ni Captain America, ni Hawkeye, ni Black Widow n'étaient de la partie au tout début. Et Cap n'est introduit dans l'équipe que 3 numéros plus tard, dans Avengers numéro 4. Alors pourquoi cette distorsion? Eh bien, je pense qu'on peut tous s'entendre à dire que Captain America, de façon générale, est à la fois beaucoup plus connu et beaucoup plus populaire que Ant-Man et la guêpe. Secondo, pour une audience des années 2010, je crois qu'on peut aussi s'entendre sur le fait que Hawkeye et Black Widow apportent un facteur à la fois plus cool et plus humain à une équipe de super-héros déjà très cheatée, au sens que l'absence de super-pouvoir pour Clint Barton et Natasha Romanoff les rend plus proches de la réalité, donc plus intéressants en termes de storytelling. Et c'est pourquoi cette distorsion du lore, considérant que cette réécriture a quand même donné un film qui a tout déchiré, on va la pardonner à notre ami Kevin Feige, mais pas la suivante. Bon, parlons maintenant d'Ultron, le robot génocidaire avec la voix suave de James Spader dans Avengers l'ère d'Ultron. Dans le film, c'est une création de Tony Stark, une de ses expériences pour protéger le monde qui a horriblement mal tourné. C'était flippant, c'était intense. Pour ça, ouais, on est tous d'accord. Néanmoins, c'était aussi une grosse distorsion par rapport aux comics, car dans les comics, Ultron, qui a fait une apparition discrète dans Avengers numéro 54, avant son grand show dans le numéro 55 en 1968, n'est pas du tout une invention de Tony Stark.
En fait, le véritable papa d'Ultron, c'est Hank Pym, alias l'Ant-Man original. Pym a utilisé ses propres schémas cérébraux pour programmer l'IA d'Ultron. Par contre, le MCU a eu bon sur un point crucial. C'est bien Ultron qui, dans les comics aussi, a créé Vision pour l'utiliser comme une arme contre les Avengers, mais pas du tout pour l'utiliser comme corps robotique pour remplacer son propre corps. Ça n'a jamais fait partie du lore. Et l'autre problème, c'est que l'Ultron des comics est aussi exponentiellement plus puissant que dans le MCU. Et ça, c'était ma plus grande déception avec le film Avengers 2. Ils ont vraiment nerfé mon robot maléfique préféré. Ok, celle-là ne prendra pas beaucoup de temps, mais elle est selon moi digne de mention. On parle de l'origine du nom Avengers, une autre attribution distorsionnée. Dans le MCU, on apprend à la fin du film Captain Marvel que Nick Fury, inspiré par le nom de pilote de Carol Danvers, Avenger, décide de nommer son initiative The Avenger Initiative. Mais, vous l'aurez deviné, dans les comics, cette origine est une distorsion. Souvenez-vous, Ant-Man et la Guêpe étaient les vrais membres fondateurs. Et justement, dans The Avengers numéro 1 de 1963, c'est la Guêpe, Janet Van Dyne, qui lance l'idée au groupe en disant « Et pourquoi on ne s'appellerait pas les Avengers ?» Et c'est donc là que le vilain geek pète un petit câble en disant « Non ! Le nom des Avengers !» selon le lore canon des comics établis dans les années 60, n'a absolument aucun lien de loin ou de près avec Carol Danvers. Ok bon, alors dites-moi dans les commentaires si je devrais me calmer en écrivant « Calme-toi mec !» Sinon, si vous êtes d'accord avec moi jusqu'à maintenant, écrivez tout simplement « Je suis d'accord !» Comme ça, on verra combien de puristes on a dans la communauté. Et parlant de communauté, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, allez, on t'attend. Rejoins la tanière pour afficher au monde entier ton identité de super vilain. Donc si c'est fait, alors c'est reparti. Bon, parlons maintenant de la distorsion du lore à propos de Doctor Strange dans le MCU. Plus particulièrement son artefact principal, le fameux œil d'Agamotto. Dans le MCU, l'œil, on le sait tous, c'est en réalité la pierre du temps. Mais dans les comics, même si l'œil d'Agamotto est un artefact magique surpuissant, ce n'est absolument pas l'une des pierres d'infinité, et ne l'a jamais été. Il s'agit de la création du sorcier Agamotto, et Agamotto, c'est le tout premier sorcier suprême de la Terre 616, et l'un des membres fondateurs des Avengers 1 Million BC. D'ailleurs, on apprend dans la saga Avengers Forever qu'Agamotto a créé l'œil, après avoir perdu la vue, suite à son affrontement contre le très puissant Doom Above All, qui est retourné dans le temps pour éliminer tous les Avengers préhistoriques à travers le multivers. J'ai d'ailleurs une vidéo super sympa à ce sujet si ça t'intéresse. Mais bon, en ce qui a trait à l'adaptation de l'œil en pierre de l'infini, je dois avouer que ça a permis à Strange de jouer un rôle clé et d'affronter Thanos dans l'un des combats les plus badass du MCU. Donc disons que pour cette raison, je vais pardonner celle-là à Kevin Feige. Et vous ? Alors là, on touche à une distorsion qui a fait parler. Dans Avengers Endgame, Thor sombre et devient le Thor bourré et déprimé. Bière, jeux vidéo, bedaine. Un look qui a surpris et même mis en colère les fans puristes du dieu du tonnerre. Surtout après son arc incroyable entre les films Ragnarok et Infinity War, cette version de Thor, pour plusieurs fans, était une distorsion de très mauvais goût. Mais est-ce que ça vient des comics ? Pas vraiment. Thor a traversé des périodes sombres, y a pas de doute. Mais la version spécifique du Thor bedonnant, c'est une pure création du MCU pour illustrer sa déchéance, une distorsion significative de son image habituelle. On n'a jamais vu une telle transformation dans les comics, à part en partie dans la série Avengers Forever, parue en 2022, dans laquelle Thor sombre dans le somme total. Par contre, au lieu de devenir un bon à rien comme dans Endgame, il devient le très puissant Thor One Punch Man, et si tu veux voir ça, j'ai une vidéo super sympa à ce sujet. Mais bon, pour ce qui a trait à notre version chelou dans Endgame, même si perso j'ai trouvé ça plutôt marrant et divertissant, il n'en reste pas moins qu'il s'agit d'un choix très audacieux, une distorsion marquante que plusieurs vrais fans des comics n'ont toujours pas pardonné au MCU. C'est peut-être pourquoi l'année suivante, sous la plume du scénariste Donny Cates, Marvel Comics a tenté une rédemption du personnage, en pondant le run de Thor, nous ayant présenté sa version la plus puissante et fascinante de toute son histoire. Et dites-moi dans les commentaires si tout comme moi, c'est ce Thor-là que vous voulez enfin voir dans le MCU. Et pour finir en beauté,
Parlons de Thanos, le grand méchant de l'âge d'or du MCU. Un titan avec son plan d'équilibre universel, une motivation quasi altruiste à l'écran qui a marqué les esprits. Mémorable, c'est sûr. Sauf que du point de vue du lore canon Marvel, cette version MCU, aussi charismatique soit-elle, est une sacrée distorsion par rapport au titan fou des comics, surtout celui sculpté par son créateur, le légendaire Jim Starlin. Mais là, oubliez ça, cette histoire d'équilibre. Dans les comics, après le carnage d'Infinity Gauntlet, Thanos ne finit pas juste décapité pour un comeback d'une autre timeline. Non. Il y a une évolution bien plus ouf. Adam Warlock l'aide à mieux comprendre qui il est réellement. Et Thanos prend sa retraite dans une ferme, en mode agriculteur repenti, un peu comme on le voit très brièvement dans le MCU. Mais il y a bien plus que ça, croyez-moi. Cette retraite n'est que le début d'un nouvel arc narratif complètement barré. Car ce Thanos repenti, ou du moins plus réfléchi, va devenir un allié improbable des héros à plusieurs reprises. Ouais, vous avez bien entendu. Et dans Infinity Crusade, Thanos, toujours sous la houlette de Starlin, va faire équipe avec Adam Warlock et les plus grands héros de la Terre pour combattre des menaces cosmiques encore plus tarées que lui, comme le Magus, une version maléfique de Warlock. Il a même aidé à combattre un Thor devenu fou furieux sous l'effet de la Warrior Madness. Sauf que dans les faits, Thanos est vite retourné à ses racines mégalomaléfiques dans les comics. Et ça, c'est sans compter tous les pouvoirs dingues de Thanos sans l'aide du gant de l'infini. Et j'ai une vidéo super sympa qui t'explique tout ça si ça t'intéresse. Mais en fin d'analyse, je dirais que la plus grande distorsion de Thanos dans la saga du MCU, c'est sa motivation pour la quête des pierres. Car dans le lore, Thanos n'est absolument pas intéressé par l'idéologie d'un univers équilibré. D'ailleurs, il n'en a rien à foutre. La seule chose qui l'intéresse, c'est de plaire à l'amour tordu de son existence macabre, l'infâme Lady Death, qu'il a rencontrée depuis un très jeune âge, un peu comme une petite amie imaginaire, qui le poussait à faire des gestes absolument ignobles et sadiques, comme tuer sa propre mère. En fait, contrairement aux sages titans aux bonnes intentions, déroutés par une philosophie timbrée, bah notre Thanos du lore, il est timbré tout court, pointe à la ligne. Fin de l'histoire, et sans trop d'explications, à part une enfance durant laquelle il a été rejeté par les autres éternels à cause de son apparence. Mais c'est loin de justifier la boucherie sauvage qu'il suivra tout au long de son cheminement dans le lore des comics. Et quand on dit qu'il est un titan fou, bah ça veut dire exactement ce que ça dit. Mais honnêtement, ça aurait été trop extrême pour le grand écran. Et au final, le Thanos du MCU est sans aucun doute l'un des meilleurs vilains cinématographiques de tous les temps. Donc, moi je le pardonne pour ses péchés envers le canon sacré de l'univers Marvel. Et vous ? Et voilà les vilains geeks. Certaines des distorsions majeures du lore des comics Marvel, mais dites-moi, laquelle de ces réinterprétations vous a le plus dérangé? Et inversement, avec lesquelles êtes-vous d'accord avec Kevin Feige? Et est-ce qu'il y en a d'autres qui vous viennent en tête? Parce que moi j'en ai plein d'autres si ça vous intéresse, mais dites-moi tout ça dans les commentaires. En attendant notre prochaine plongée dans les secrets les mieux gardés des comics, j'ai justement une autre vidéo explosive qui vous attend juste là, au coin de l'écran. Cliquez dessus, c'est du lourd garanti, foi de vilain geek. Ciao les amis.